Bonjour à tous, c'est vraiment toujours un plaisir que de venir ici. À chaque fois, on me dit, mais tu vas encore à l'école vétérinaire. C'est le bout du monde, hein, quand notamment on vient de l'Est de Lyon, et quand il pleut. Mais malgré tout, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens essayer d'expliquer 2-3 choses. Et le contexte aujourd'hui est intéressant parce que globalement, et c'est pas souvent que ça me soit arrivé au cours des 20 derniers mois, il y a quelques bonnes nouvelles. Donc c'est toujours intéressant de les partager. Donc je vais essayer effectivement de vous parler un petit peu de virus et de variants pour éclairer un petit peu la situation. En faire quelque chose qui reste quand même complexe. C'est pas essayer de vous faire croire qu'on est dans une histoire simple, on reste dans une histoire un peu compliquée. Donc je vous ai affiché mes liens d'intérêt. En fait, et avec beaucoup d'humilité, il faut se rendre compte qu'on avait perdu le fait que les coronavirus étaient sortis du radar, que les coronavirus étaient des virus pandémiques. C'était totalement sorti du radar, on était focalisé sur les virus influenza, on pensait à eux, on pensait que ce seraient eux qui régulièrement seraient responsables de circulation pandémique du virus. Et on voit que quand on fait un peu d'archéovirologie, ou même quand on revient un tout petit peu, ne serait-ce que à la fin du 19e siècle, eh bien, il y a un virus qui a été probablement en 1890 responsable d'une pandémie qui a eu un impact extrêmement important, au moins aussi important que celui qu'on a vu avec le SARS-CoV-2. Et c'est un virus qui, c'est intéressant de le savoir, c'est un virus qui aujourd'hui est responsable du rhume banal. Alors ça vous donne deux choses. Ça vous dit premièrement qu'on ne meurt pas toujours d'une infection au coronavirus, il y a énormément de survivants, énormément. Et la deuxième chose, c'est que si un virus pandémique est introduit dans la population humaine, il reste. Et il ne faut pas imaginer qu'on échappera au SARS-CoV-2. Ce SARS-CoV-2, on en reparlera dans 100 ans, il sera toujours là, et peut-être qu'il y aura des personnes qui diront « Ah, on redécouvre qu'il y a un phénomène pandémique avec un coronavirus ». Donc, ce virus, on va le garder avec nous. Et ce virus, au cours de cette pandémie, on a appris énormément de choses sur les coronavirus, ça a été remis au goût du jour, et on a appris finalement 2-3 choses qui sont extrêmement importantes à comprendre. Premièrement, c'est un virus, et ici vous avez un épithélium respiratoire reconstruit, c'est un virus qui se transmet très bien par voie aérienne. Donc la diffusion aérienne est excellente. La deuxième chose, quand vous regardez ici, alors je ne sais pas si on le voit très bien, mais quand on le regarde au microscope électronique, c'est un virus avec une couronne. C'est pour ça que ça s'appelle un coronavirus. Ce n'est pas un virus qui boit de la bière, c'est un virus qui a une couronne. Et lorsqu'on reconstruit ces virus, on a à la surface de ce virus un certain nombre de molécules qui s'appellent les molécules de spicule ou spike en anglais, qui sont des molécules qui se dégradent assez rapidement dans le temps, mais qui ont un avantage, elles ne sont pas très nombreuses à la surface du virus, environ une trentaine, pas plus, mais par contre elles sont extrêmement mobiles, elles sont capables pratiquement de bouger dans tous les sens, et ce qui fait que lorsque le virus passe à proximité d'une cellule, il a toujours une de ces molécules qui est en conformation pour pouvoir s'attacher sur le récepteur. Et donc ça facilite l'infection et ça rend ce virus extrêmement contagieux. Alors, ça fait 2 fois que ça m'arrive, j'aurais dû être prudent. Juste pour vous dire que là, normalement, il y a un arbre phylogénétique de virus, de coronavirus qui viennent de l'homme et des premiers cas humains observés à Wuhan et ceux de chauves-souris de pangolins. C'est tout simplement pour vous dire que les pangolins sont innocents. D'accord ? Ce n'est pas eux qui sont responsables de la circulation du coronavirus. Il y a des coronavirus qui circulent chez les pangolins, qui sont dérivés de la chauve-souris, mais aujourd'hui, on sait que les ancêtres initiaux, parce qu'il y a au moins 2 virus qui ont été rentrés dans la population humaine dans les stades précoces en décembre 2019 à Wuhan et dans la province de Hubei, et que c'est ces 2 coronavirus qui, après, il y en a un qui a été sélectionné et qui sont responsables de la pandémie, mais on ne sait pas quel est l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Et ce virus, une fois qu'il a émergé, voilà, ils sont là ces 2 virus, qui s'appellent Wuhan 1 et Wuhan 2, eh bien, ils ont eu toute une descendance, c'est cet arbre qui est présenté ici. On voit que tous les virus qui ont été isolés et détectés précocement, jusqu'au 11 février, eh bien, ils se ressemblaient tous complètement. Et c'est un virus donc qui, dès le début, on a compris qu'ils avaient acquis une capacité de transmission à l'homme de façon performante, puisqu'on le trouvait déjà dans 3 continents différents. Et lorsque l'on compare cette protéine spike ici, avec d'autres virus qui ont été responsables d'introduction chez l'homme. Et ça,
on est suffisamment vieux ici pour s'en rappeler, c'est pas comme quand je parle avec mes enfants, mais quand on a discuté de l'introduction du SARS en 2003. Vous vous rappelez, ce SARS, c'était ce qui était arrivé à Hong Kong, qui avait diffusé après au Vietnam et qui avait été responsable d'une très grosse épidémie à l'hôpital français de Hanoï. Eh bien, ce SARS, qui est de la même famille que le SARS-CoV-2, il avait une structure qui, elle aussi, ressemblait à un virus de chauve-souris, mais vous voyez, tous les points rouges ici, c'est des différences entre l'ancêtre présent chez la chauve-souris et le SARS. Et on voit donc qu'il y avait eu un autre intermédiaire qui avait été trouvé à l'époque, c'était la civette. Et au sein de la civette, ce virus avait modifié sa structure de façon à être adapté à l'homme et se coller à son récepteur, qui s'appelle ici KACE2, avec malgré tout un certain nombre de modifications qui sont survenues après, c'était tous les points rouges à proximité du récepteur. Et lorsqu'on regarde le SARS-CoV-2, le précurseur chez la chauve-souris, c'est un précurseur, vous regardez, l'homologie est extrêmement forte puisqu'il n'y a pratiquement pas de points rouges. Donc il n'y a pas de différence, il y a plus de 92% d'homologie entre la séquence de virus de la chauve-souris et celui chez l'homme. Les seules vraies différences qui apparaissent sont à proximité du récepteur, parce que les chauves-souris et les hommes n'ont pas tout à fait les mêmes récepteurs sur les cellules. Et il a fallu donc qu'il y ait une adaptation de ce récepteur pour la transmission à l'homme, et c'est cette adaptation qui s'est faite chez l'autre intermédiaire qu'on n'a pas identifié. Et puis ces virus ont évolué. Ils ont évolué en permanence. Alors, les coronavirus sont des virus qui ont une grande stabilité génomique. Ils ont un système de recopiage qui corrige les erreurs de recopiage, contrairement à la grippe, au VRS ou à d'autres virus qui n'ont pas de système de recopiage et qui génèrent beaucoup d'erreurs. Celui-ci est capable de corriger certaines erreurs. Mais malgré tout, dans un contexte de pandémie, il y a tellement de virus construits qu'à un moment donné, il y a une évolution qui se fait. Et la première évolution qui est apparue, c'est une mutation dans une des positions centrales de cette protéine spike, qui en fait est 3 molécules qui sont intriquées les unes avec les autres. Et ces 3 molécules, à leur surface, elles interagissent avec le récepteur. Et ce qui s'est passé avec cette mutation, c'est que si vous regardez la forme de la protéine spike au début et après la mutation, c'est comme une espèce d'une fleur qui s'est ouverte. En fait, les 3 molécules qui étaient très intriquées se sont très légèrement écartées les unes des autres, et ça confère un avantage au virus, il se transmet mieux, et le virus colle mieux au récepteur. Donc dès mi-février, le virus a subi une modification qui augmentait sa transmissibilité et son infectiosité, son degré d'infectiosité vers les cellules cibles. Et c'est ce génogroupe G là, vous voyez, donc c'est exactement la même image que celle du départ, hein, le début est là, et vous avez toute la fin qui est ici, et vous savez ce génogroupe G qui est apparu, et si vous regardez maintenant ce que représente le génogroupe G de l'ensemble des virus qui ont été séquencés, c'est 95% des virus séquencés. Donc c'est bien une évolution de ce virus qui ensuite a explosé au niveau planétaire, c'est ce qu'on appelle une expansion clonale. Ça n'était pas un variant, c'était juste un clone infectieux qui diffuse de façon massive à la surface de la planète. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Et on va justement pouvoir décliner les différentes étapes. Bon, actuellement, ce que l'on voit, c'est que le taux d'incidence en Europe et en Amérique du Nord sont encore les espaces où il y a le plus de circulation du virus. Dans l'hémisphère sud, ça circule moins, mais ça va revenir parce ils sont encore dans des phases de circulation du virus. Mais globalement, les affaires vont quand même un peu mieux. Et si on regarde les différentes vagues épidémiques qu'il y a eu, alors c'est une image un peu complexe puisqu'il y a plusieurs courbes, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a une certaine homologie et qu'on a maintenant 2 types de pays. On a ceux qui contrôlent et ceux qui contrôlent moins. Et en gros, les raisons pour lesquelles ces pays contrôlent moins, c'est parce qu'en fait, ils ont moins vacciné et ils utilisent moins les systèmes qui nous permettent d'éviter la diffusion des virus, qui sont les masques, l'hygiène des mains et les mesures de barrière. Et en plus, parce que le Royaume-Uni a réouvert ses écoles très précocement. Nous, on a ouvert plus tard et heureusement, il n'y a pas eu de conséquences lors de l'ouverture des écoles. Et vraiment, on voit qu'en nombre de cas, on est actuellement sur une réduction qui est extrêmement rapide. Alors, lorsqu'on fait le panorama des virus qui circulent, on va parler des variants, il y a différents lignages de virus qui s'appellent, la dénomination utilisée, c'est variants.
mais c'est une dénomination qui est un tout petit peu abusive et vous allez comprendre pourquoi. Mais ça permet d'être clair, en tout cas, dans l'esprit des gens. Il y a 4 variants dits préoccupants, ou variant of concern en anglais, qui sont le variant alpha, qui s'appelle aussi B11.7, qui est aussi le variant britannique. Le deuxième, c'est le bêta, qui est le B1.351, qui est le variant Afrique du Sud, le gamma, qui est le P1P2, qui est le variant Brésil, et le dernier, qui est le delta, c'est le B1.617.2. Et puis, on a d'autres virus qui sont surveillés. Vous en avez entendu parler, lambda et mu, qui sont des virus qui sont avec un potentiel de transmission moins élevé que ne l'ont été ceux-ci. Et ces 4 variants, en fait, on les place dans 2 groupes. Il y a ce qu'on appelle les variants de transmission, c'est ceux qui ont acquis une capacité de transmission augmentée par rapport aux autres virus, et il y a les variants d'échappement, qui sont ceux qui ont acquis des mutations qui leur confèrent éventuellement la possibilité d'échapper à la réponse immunitaire préexistante. Mais aucun de ces variants d'échappement n'est un vrai variant antigénique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la base des données que l'on a avec les vaccins, tous les virus sont couverts par le vaccin. Il n'y a pas d'échappement immunitaire. En revanche, vous êtes mieux protégé vis-à-vis du variant alpha et du variant delta que vis-à-vis du variant bêta ou du variant gamma, puisqu'il y a cette petite différence qui fait que ce virus échappe un petit peu à la réponse immunitaire. Alors pourquoi est-ce que alpha et delta sont finalement ceux qui nous ont, au bout du compte, posé le plus de problèmes? C'est parce que alpha, quand il est apparu, il était 2 fois plus transmissible que le virus initial. Et quand delta est apparu, il était 2 fois plus transmissible que l'alpha, qui était lui-même 2 fois plus transmissible que le virus initial. Donc on se retrouve avec un virus avec un potentiel de transmission exceptionnel. C'est ce qu'on appelle le R0. Le R0 du delta, il est aux alentours de 6, et c'est un virus. Il y a peu d'autres virus respiratoires qui sont des compétiteurs potentiels avec ce virus. Et donc, je me replace juste un tout petit peu en arrière. Lorsqu'on était en mai et qu'on voyait apparaître ce variant delta, on a eu des discussions au sein du conseil scientifique et avec d'autres, utilisant la modélisation. Et la modélisation, c'est en fait une projection de ce qui peut se passer. Et les modèles, ils vous déclinent des hypothèses en fonction de ce que vous mettez comme élément à la base de réflexion. Et en gros, ce que l'on savait, c'est qu'on était aux alentours du début du mois de mai avec une décision politique qui était de relâcher les mesures barrières, les mesures d'hygiène, dans un contexte de vaccination. On vaccinait beaucoup de monde, mais en même temps, on relâchait les mesures barrières, les mesures d'hygiène. Et donc, ce qu'on a fourni comme information aux décideurs, c'est si vous avez un virus qui présente un potentiel de transmission qui est augmenté de 60%, vous aurez un R effectif qui serait de l'ordre de 1,3. Le R effectif, c'est ce qui est observé en population dans le contexte de l'immunité populationnelle, donc ce n'est pas 6, c'est toujours moins. Et si vous avez un ratio de vaccination quotidien de 500 000, si vous vaccinez 500 000 personnes par jour, eh bien, voilà ce qui va se passer. Si vous avez un virus qui a augmenté sa transmission, vous aurez une vague épidémique pendant la période de l'été. Si vous avez un virus qui ne le fait pas, vous n'aurez pas d'augmentation de la vague épidémique. Mais c'est aussi conditionné par rapport au moment où on cesse l'activation des mesures barrières. Si on les cesse très vite, on a une reprise épidémique qui est très forte. Si on les cesse tardivement, en sachant qu'il y avait une pression de tout le monde, du public, pour qu'on cesse très vite l'utilisation de ces mesures barrières, on pourrait contrôler. Et ce qui s'est passé, et si on augmente le rythme de vaccination, on atténue la vague. Et en fait, on n'a pas eu de chance parce qu'il s'est passé le scénario du pire. Il s'est passé le scénario du pire parce que le delta est parti à toute vitesse du fait de sa transmission, donc c'est bien l'hypothèse haute, la moins bonne, qui a été celle qui s'est passée, et le décideur politique a décidé de lever les mesures barrières assez rapidement, de façon à préparer l'été. Je ne porte pas de jugement, parce que quand on voit la pression qu'il peut y avoir, et derrière la souffrance psychologique qu'il ne faut absolument pas négliger, notamment sur les plus jeunes, par rapport à la pression
du contrôle, le port de masque, le fait de ne pas pouvoir aller au restaurant, de ne pas pouvoir aller dans les bars, c'est intenable pour eux. Donc voilà, il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision, il y a juste à un moment donné, on prend une décision de façon éclairée. Et comme on était en face du Delta, on avait un virus donc, qui avait une capacité de diffusion extrêmement élevée. On avait réussi à savoir un petit peu quels seraient les impacts et on a réussi à avoir un relâchement étagé. Hein, rappelez-vous, si vous vous rappelez, ce n'est pas tout en même temps qui a été levé, mais au fil du temps. Et au bout du compte, il faut bien comprendre que ce virus, il a malgré tout fait une évolution gigantesque. Enfin, ça, c'est la protéine spike de début, avec les modifications qui ont été observées dans les 6 premiers mois, et ça, c'est ce à quoi elle ressemble maintenant. Donc en fait, cette molécule, elle a complètement changé. Et le pouvoir évolutif de ce virus, même s'il change, en fait, n'entraîne pas, et c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est pas parce qu'on change des acides aminés de façon ponctuelle sur la molécule que l'antigénicité de la molécule change. Parce que c'est plus compliqué que ça. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Alors, le delta, clairement, voilà, le niveau de transmission est augmenté parce qu'il réplique plus vite, il se transmet plus vite, et il y a plus de virus dans le nez des personnes contaminées. Donc, il y a le cocktail parfait pour avoir une transmission augmentée. Et quand vous avez un virus qui a une transmission augmentée, il chasse les autres. C'est ce qu'on appelle le fitness du virus. C'est la capacité de réplication et de transmission du virus. Comme c'est un virus qui est plus performant que ses congénères, il élimine les congénères. Hein, c'est darwinien, tout simplement. Et c'est ce qu'on a observé en France avec plusieurs étapes. On a eu, à un moment donné, des lignages européens classiques qui passaient, c'est les virus en bleu. Le virus alpha est apparu. Il a écrasé presque complètement tout le monde. On avait un petit peu de bêta et de gamma qui circulaient. Et quand le virus delta est apparu, il a écrasé tout le monde. Il n'y a plus d'autres virus que du delta qui circulent. Donc si vous êtes infecté par un virus, c'est du delta. Et ce delta, on a réussi à le contrôler parce qu'il y a eu cette campagne de vaccination. Et que finalement, même si beaucoup de gens disent que l'immunité collective ne marche pas, c'est une erreur. L'immunité collective, elle marche. Elle marche terriblement bien. Et elle marche terriblement bien parce que le niveau de vaccination que l'on observe en France aujourd'hui, pour les tranches d'âge vaccinables, hein, parce que, bien évidemment, il n'y a pas de vaccinés chez les moins de 6 ans, puisqu'il n'y a pas de vaccin. Mais quand vous regardez et que vous voyez que les 12-17 ans sont vaccinés à 70%, et qu'en moyenne, même s'il y a une hétérogénéité, on est pratiquement à 86-87% de vaccinés dans toutes les tranches d'âge, c'est incroyable. C'est incroyable. Rappelez-vous l'année dernière, à cette même période, quand on parlait des vaccins, c'était 50% d'adhésion. Alors, cette expansion du delta, ce n'est pas un problème français, c'est quelque chose qui est observé au niveau international. Et regardez, le pourcentage de delta détecté au niveau international, c'est gigantesque. Il n'y a pas d'autres successeurs. Et c'est dans tous les continents. Les deux où il y a potentiellement d'autres virus qui circulent, c'est l'Afrique du Sud qui continue à gérer la fin de la circulation du bêta, qui est le virus qui est apparu en Afrique du Sud, et c'est l'Afrique qui est ici, et en Amérique du Sud, c'est la fin de la gestion du gamma, où il y a un certain nombre de virus encore qui circulent. Alors, et c'est ma dernière diapo, enfin avant-dernière, puisque je remercie après tous ceux qui travaillent, il y a toute une série de questions qui restent. Moi, je n'ai pas les réponses à toutes ces questions, mais est-ce qu'il faut changer de vaccin? A priori, la réponse est non, puisque les vaccins, ça marche. Par contre, est-ce que le schéma vaccinal que l'on a est le bon? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que dans une campagne de vaccination, dans une pandémie, on sait qu'on peut induire une immunité collective avec 2 doses, mais à partir du moment où on rentre dans la durée, peut-être que ce n'est pas 2 doses qu'il faut, mais que le schéma vaccinal est un schéma à plus que 2 doses. Et ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Parce que si ce virus continue à circuler, il va continuer à circuler, il ne va pas perdre son pouvoir pathogène. Il va continuer à tuer les fragiles. Il va continuer à tuer ceux qui sont non immunisés et qui présentent des facteurs de risque. C'est juste simplement que
ce virus va circuler moins abondamment du fait de l'immunité collective. Donc les fragiles vont continuer à être exposés. Il faudra probablement faire des rappels vaccinaux pour maintenir l'immunité. Je ne sais pas combien de temps. Après, comment va évoluer l'épidémie? Y a-t-il un nouveau variant? Aujourd'hui, non. Il n'y a pas de successeur. Donc, est-ce que ça veut dire que le virus va persister comme ça? La réponse est oui. Là, je suis sûr. Ce virus, il reste avec nous. Comme a fait OC43 après avoir émergé en 1890. Les autres virus respiratoires, comment ils vont se comporter? Eh bien, c'est cet hiver qu'on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il faut alléger les mesures de contrôle? Et ça, c'est la question la plus difficile, parce que globalement, c'est ridicule, mais si on fait un sondage dans la population générale, on va demander votre avis à vous, mais votre avis, ça va être celui du confort ou de l'inconfort par rapport au risque. C'est là où, de temps en temps, c'est un peu agaçant de voir que les journalistes posent des questions aux experts sur est-ce qu'à votre avis, sur la base des modèles, il faut garder les mesures barrières ou pas. Nous, on essaye d'étayer la réponse en disant voilà, si on fait ça, voilà ce qu'il faut faire. Donc il nous semble que pour l'instant, il vaut mieux les garder un peu. Derrière, il y a le politique qui dit non, moi, on supprime tout parce que ça va mieux. J'ai l'intuition, parce que les politiques travaillent sur l'intuition. Hein. C'est des intuitifs, les politiques. Non, mais c'est vrai. Et c'est des intuitifs performants. C'est-à-dire qu'ils ont très souvent raison. Il faut être prudent. On le sait qu'a posteriori, mais c'est des intuitifs. Et eux, ils disent, moi, j'ai l'intuition qu'on peut arrêter. Et après, il y a le journaliste qui dit, et moi, j'ai fait un sondage. Voilà, j'ai demandé à la population ce qu'il faut faire. Mais la population, enfin, c'est pas pédant ce que je veux dire, mais quand la population fait un sondage et qu'on voit par exemple qu'il y avait 60% de la population française qui pensait que l'hydroxychloroquine était efficace, voilà, ça remet les choses en place. Donc en tout cas, il faudra probablement maintenir un peu les mesures barrières quelque temps, mais à un moment donné, on va les arrêter. C'est clair, mais il faut les arrêter au bon moment. Et le renforcement de la vaccination, c'est bien évidemment indispensable. Donc je voulais juste finir, d'abord j'ai été plus long que prévu, comme d'habitude, et puis je voulais surtout remercier tous les gens qui travaillent avec moi pendant que moi je parle, comme je dis à chaque fois, et vous remercier pour m'avoir écouté.